Mais ce qui est terrible, c'est que je vais parler de réciprocité et je ne vous vois pas. Ça, c'est difficile. Bon. Ah, merci. Voilà. Brigitte était une de mes élèves. J'étais enseignante à Orly. J'étais arrivée sans formation. On m'a plongée dans le bain. Et la première chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée à Orly, j'étais naïve, sans doute, je le suis toujours, je crois, c'était qu'on ne me parlait de ces élèves, ces enfants que j'avais devant moi pour les faire réussir, pour les faire grandir. On ne m'en parlait que par ce qu'ils n'étaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas, ce qu'ils ne faisaient pas. Et je me disais, je ne peux pas apprendre à des enfants, je ne peux pas les faire grandir, je ne peux pas les faire s'estimer, je ne peux pas les faire apprendre sans m'appuyer sur ce qu'ils savent déjà, sans m'appuyer sur leur fierté, sans qu'ils soient fiers de leurs parents, sans qu'ils soient fiers de leur ville. C'est pas possible. Et ça m'a amené à faire une classe coopérative pour ceux qui connaissent la pédagogie freinée, ouverte. Et donc, un début d'année, ma directrice vient dans ma classe et me dit, voilà, Brigitte, qui ne peut pas, ne sait pas, ne fait pas, etc. Avec votre pédagogie, ça devrait pouvoir marcher. Et moi qui ne voulais jamais considérer aucun enfant comme un problème, j'avais vraiment un problème. C'est-à-dire que Brigitte passait ses journées entières agrippée. Vous vous rappelez les tables bancs, là? On était attachés, là, les ferrailles, on était par deux. Hein, c'est pas vieux, ça. Elle était agrippée comme ça toute la journée à sa table. Et comme c'était une classe qui fonctionnait sur la coopération et l'entraide, parce que en fait, on apprend ce qu'on vit. Si on vit dans la compétition avec des premiers, des derniers, c'est ce qu'on apprend. Si on vit dans la coopération pour faire que les autres aussi réussissent, c'est ce qu'on apprend. Et donc, dès qu'une autre élève s'approchait de Brigitte, elle cognait. Mais elle cognait vraiment. Ma directrice était venue essayer de la décrocher. J'aimais beaucoup ma directrice. C'était une femme vraiment très bien, mais il ne fallait pas décrocher Brigitte, elle avait besoin d'être accrochée. Et elle était tellement résistante à quoi je ne savais pas, qu'elle avait cassé le pouce de la directrice. J'étais désolée pour le pouce et pour la directrice, mais bon. Et désolée aussi pour moi, et désolée pour Brigitte, et désolée pour la classe qui se privait de Brigitte. Enfin, c'était un peu une situation qui me semblait insoluble. Et nous sommes partis en classe de neige. C'était l'époque où les classes de neige duraient 1 mois. On peut rêver, hein. Et cette année-là, il n'y avait pas de neige. Et donc, l'après-midi, comme j'aimais moi danser, j'aimais la danse folklorique, je leur apprenais des danses. Et tous les soirs, selon les méthodes de nos parents, grands-parents, on faisait des veillées dans une grande salle, et puis je mettais de la musique, et puis il y avait des jeux de société, certains jouaient aux cartes, à des jeux, d'autres dansaient, d'autres parlaient, enfin chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. Et puis j'étais donc un soir en train de jouer aux cartes avec 2 ou 3 élèves, 2 ou 3 enfants, quand un grand silence se fait. Et je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais qu'un enseignant entend un silence qu'il n'a pas demandé, il se dit qu'il se passe quelque chose. Et donc, j'ai levé les yeux et j'ai vu Brigitte qui s'était mise à danser et d'autres enfants qui dansaient dans un autre coin de la salle étaient venus danser autour d'elle. Et tous les autres s'étaient tus. C'est sensible, les enfants, hein, on l'oublie quelquefois. C'est sensible à l'émotion, c'est sensible au beau, c'est sensible à ce qui se passe de beau aussi. Et moi, j'étais prise par la même émotion. Je me suis tue aussi. Et quand la musique s'est arrêtée, ma première réaction n'a pas été une réaction de professionnel. Ça a été une réaction d'humaine normale. Enfin, je ne dis pas que les professionnels sont anormaux, hein. Mais normale, quoi, d'humaine qui dit c'est magnifique, Brigitte, tu as un don pour la danse. Et je ne cherchais pas à la valoriser, hein. Je ne cherchais pas à instrumentaliser quoi que ce soit pour la faire progresser. J'étais admirative. Et je lui dis, mais tu sais, le don, ça ne suffit pas. Il faut aussi que tu apprennes la danse.
je vais te trouver un cours de danse. Je savais que ce n'était pas une promesse en l'air. Je savais que je pouvais. Je vais te trouver un cours de danse et puis tu vas apprendre la danse. Voilà. Et puis voilà, on a continué la classe de neige, on est rentré. Brigitte est allée apprendre la danse. Et puis quelques semaines plus tard, c'est mon côté un peu auvergnat, vous savez, les auvergnats on dit qu'ils sont radins, mais pas vrai, c'est pas vrai du tout. Ils savent qu'il ne faut pas gâcher. Et donc, cette petite qui apprenait de la danse, je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais de nous apprendre des bouts de danse, des bouts de ce que tu apprends en danse, et comme ça on mettrait de la danse dans le spectacle de fin d'année. Elle a dit oui tout de suite. Mais vous reconnaissez des situations que vous vivez, bien sûr. Elle a dit oui tout de suite, et il n'aurait pu ne rien se passer d'autre, sauf que Brigitte apprenait la danse, et que Brigitte a fait une école du spectacle, et que Brigitte a continué sa vie. Je ne raconte pas la vie de Brigitte ici, je raconte un peu de la mienne, de ce qui m'a fait bouger. C'est que Brigitte s'est mise à travailler. C'est-à-dire que se sentant capable d'apprendre la danse, elle s'est sentie capable d'apprendre autre chose. Et Brigitte s'est mise à accepter d'être aidée. Et en fait, Brigitte était un problème pour nous, mais j'ai compris ce jour-là que nous étions aussi un problème pour elle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait à l'autre de n'être jamais que celui qui est aidé, de n'être jamais celui qui aide, de n'être jamais celui qui est sollicité pour ce qu'il peut apporter, de n'être jamais attendu pour contribuer au bien commun, pour faire que ça se passe bien, pour faire société. Et je me dis, c'est pas étonnant qu'elle se sente pas bien dans la classe. On n'avait pas besoin d'elle, on n'attendait rien d'elle, et elle ne savait pas elle-même, sans un regard des autres, ce en quoi elle pouvait être intéressante pour les autres. Et c'est vraiment moi que ça a fait bouger en me disant, mais jamais plus aucun enfant dans ma classe ne pourra se dire, si j'étais pas là, ça serait mieux pour eux. Les gosses, ils se le disent, hein, ils le savent. Il faut absolument que chacun d'eux puisse se dire, je pense que c'est pour que chaque jeune et chaque adulte, heureusement qu'ils m'ont, heureusement que je suis là dans cette société pour être avec eux et leur apporter ce que je veux. Voilà, c'est une des sources de ce dont je vais vous parler, de la réciprocité. C'est mon engagement, ma conception de mon métier d'enseignante. Je ne vais pas en dire plus, au moins pour le moment. Une autre de mes sources de réflexion, de travail pour cette intervention, c'est mon métier de citoyenne. Je trouve que c'est bien, la notion de métier. Hein. Rappelez-vous, Patrick, le métier comme traduction de mes valeurs en service à autrui. Eh bien, mon métier de citoyenne, je vois bien les tensions sociales diverses, je vois bien que les inégalités se creusent, je vois bien tout ce qui pourrait nous rendre impuissants, mais je ne peux pas être impuissante. Et je choisis d'œuvrer là où je veux, là où je peux un peu, là où je suis, là où je sais un peu, dans des actions concrètes, locales, rationnelles, mais reliées, pour... peut-être que ça ne se voit pas sur la photo, mais je crois que j'ai toujours 18 ans. J'ai toujours envie de changer le monde, un peu, là où je suis. Et la troisième source de mon travail aujourd'hui sur la réciprocité, je suis trop longue déjà, c'est la pratique des réseaux d'échange réciproque de savoir que nous essayons toujours, que nous réussissons pas forcément, mais nous essayons toujours depuis 44 ans, quand nous avons créé le premier réseau d'échange réciproque de savoir à partir de ma classe, puis de l'école, puis d'autres écoles, puis du club de prévention avec les éducateurs, etc. Alors, de quoi s'agit-il dans ces réseaux d'échange réciproque de savoir ? En plus, je voudrais vous poser une question, mais comme je vais faire comme ça, je verrai, c'est la maîtresse là, qui va avoir les doigts qui se lèvent. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous l'avez compris, un postulat qu'on ne discutera pas. Bon, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais pas ici. Je crois que c'est pas personne, tout le monde sera d'accord. Tout un chacun, c'est beau comme expression, tout un chacun. Ça veut dire chacun et ça vaut pour tous, absolument sans aucune exception. Tout un chacun est porteur de savoir et d'ignorance. Nous savons tous beaucoup plus de choses que nous ne le savons et que la société ne le pense. Nous sommes beaucoup plus porteurs d'ignorance que nous ne le croyons et que nous ne le savons. Donc, à partir de ce postulat, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, j'ai entendu des gens dire « Non, il y en a qui ne savent rien.
C'est terrible quand même. Ou qui sont nuls. J'en ai entendu d'autres, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le manifestaient, qui pensent qu'ils savent tout. Ceux-là sont un peu dangereux. À partir de ce postulat, une invitation à l'engagement. Chacun est invité, sollicité à faire des offres et des demandes de savoir, à partager ses savoirs avec les autres et à apprendre grâce aux autres. Et chacun étant invité à être offreur et demandeur de savoir, les actions solidaires qui en découlent, c'est que chacun sera apprenant avec les autres et enseignant des autres, transmetteurs, accompagnateurs des apprentissages, etc. Je le répète parce que je voulais vous poser une question. Tout un chacun est savant, on va résumer. Tout un chacun est savant et ignorant. Tout un chacun est invité à être offreur et demandeur de savoir. Tout un chacun peut être enseigné et apprenant. Quel est, selon vous, le mot dans ces 3 phrases, le mot qui dérange le plus les représentations sociales les mieux établies et les fonctionnements les plus courants? Allez, il y a quelqu'un qui essaie. Quel est le mot qui dérange le plus? Je ne répète pas tout, hein, vous avez entendu. Chacun savant et ignorant, chacun offreur et demandeur, chacun enseignant et apprenant. Quel est le mot qui dérange le plus nos habitudes sociales? Ouais. Hein? Enfin, tout ça, c'est des bons mots, mais je n'ai pas encore entendu le bon. Ben oui, mais ça, vous le dites aussi. Non, je vais donner la réponse. C'est le « et ». Et oui, vous le savez bien que la société, elle fonctionne sur... Il y en a qui sont reconnus comme sachant beaucoup de choses, d'autres qui sont reconnus comme devant apprendre. Il y en a qui sont reconnus comme ceux qui peuvent aider, et d'autres ceux qui doivent être aidés. Il y en a qui sont reconnus comme pouvoir transmettre, et d'autres qui doivent développer leurs compétences, etc. Mais chacun les deux à la fois, voilà, il me semble, le premier élément de réciprocité qui va permettre de comprendre ces réseaux. Alors, très rapidement, un exemple, et puis après, je passerai sur la réciprocité. Un exemple de ces réseaux, je salue en passant mes amis du réseau de mots qui sont dans la salle. Voilà, Eric a 19 ans. Il offre l'anglais 2 fois par semaine à un groupe de 12 personnes qui ont entre 8 et 77 ans. Donc enfants, jeunes et adultes. Qu'ils avaient demandé, ou alors en voyant l'offre, soit ils avaient demandé et ça a généré l'offre, soit ils ont vu l'offre et ça leur a donné envie de faire une demande. Parmi ces personnes, Brana, yougoslave de 35 ans d'origine, offre la natation à 3 personnes, dont Dominique, originaire de Madagascar, 73 ans, qui lui offre le banjo à Marie-Ange, 20 ans, et Hélène, 40 ans. Hélène offre le solfège à quelques personnes et Marie-Ange offre les ateliers d'écriture à 10 personnes, dont Patricia, qui offre l'informatique à 5 personnes, dont Céline, qui offre l'espagnol à 6 personnes, dont Marie-Thérèse, qui offre le français, savoir lire et écrire, à Boubaca, 19 ans, qui offre la fabrication d'instruments de musique africains avec des objets de récupération à des enfants, et des jeunes et des adultes qui offrent, qui les patins à roulettes à l'époque, qui la philosophie ou qui la cuisine. Voilà, vous avez compris le système. Il s'agit de considérer que tous les savoirs de tous, sans exception, sont pour tous comme un droit et comme un désir possible, et partout, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est celui qui est capable d'apprendre aux autres à apprendre ce qu'il a été capable d'apprendre. Donc la réciprocité sur laquelle je vais développer ici, l'outil d'analyse que j'ai construit, je l'ai construit, vous l'avez compris, à partir de ces 3 entrées-là, d'enseignante, de formatrice, de citoyenne et d'associative, militante associative. Je vais donc le décliner et le développer à partir de ces expériences-là. Mais vous
Vous allez l'entendre pas à partir de mes expériences, mais à partir des vôtres, pour voir comment ça réinterroge, ou ça relie, ou ça vous montre ce que vous en faites déjà, et d'une autre façon, vos propres expériences. Et donc, la première chose que je veux dire, c'est que cette réciprocité que je vais décrire, elle est donc éclairée par ces deux sources. L'objet de réciprocité dont nous parlons là, ce sont les savoirs. Ok, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être les informations, ça peut être... à vous de voir. Hein. Et donc les savoirs, un tout petit mot sur la conception des savoirs que ça manifeste. J'ai déjà dit les savoirs de tous pour tous et par tous. Imaginons que l'école publique pourrait être non seulement l'école pour tous, mais l'école par tous. Ce qui n'enlève pas le métier d'enseignant, bien au contraire, qui le complexifie davantage. Les savoirs, comme tout à l'heure mon prédécesseur, je ne sais pas comment on dit, le disait, les savoirs estimés comme des biens communs, donc de droit pour chacun, les savoirs considérés comme incommensurables, on va refuser de les comparer. Or, la société, elle les compare sans arrêt, et nous-mêmes, nous les comparons. Nous-mêmes, nous hiérarchisons quand nous voyons quelqu'un qui a un doctorat, machin, truc bidule, et quelqu'un qui n'a aucun diplôme, etc. Bien sûr qu'on s'oblige à les considérer en égalité, mais quelquefois, on est un peu plus impressionné par celui qui a le doctorat que par celui qui n'a pas de diplôme du tout. Donc, ça veut bien dire que c'est une bagarre permanente en nous, au niveau de nos représentations. Donc, les savoirs considérés comme incommensurables, parce que les savoirs, chaque savoir est complexe, chaque savoir peut être un tremplin vers d'autres savoirs, chaque savoir est le résultat d'un apprentissage, chaque savoir est le désir de celui qui l'a acquis de l'utiliser ou de le transmettre, etc. Et donc, le premier éclairage, c'est la question des savoirs. Le deuxième, c'est la question d'un fonctionnement, comme vous l'avez vu dans l'exemple, en réseau ouvert. Hein, je reviendrai là-dessus. Alors, les dimensions de la réciprocité. La première dimension, on pourrait parler de don. Au fond, c'est une réciprocité des dons. La réciprocité, elle est souvent définie par les expressions don, vous avez entendu ça, don, don, il y a trois actions, don reçu, contre don. Si le don n'est pas reçu, il n'est pas don. Un petit exemple, j'ai connu quelqu'un qui a 18 ans, après des années difficiles avec sa famille, un peu, c'était quelqu'un qui m'était très proche, un peu avec moi, a décidé de porter, pour la première fois de sa vie, un bouquet de fleurs à sa mère, ce qui lui a demandé de revenir sur beaucoup de choses. Quand il est arrivé, j'étais là, quand il est arrivé, sa mère lui a dit « Ah, tu vas les porter à Madame Rivaux, ça va lui faire plaisir. » Elle ne l'a pas pris des mains, le bouquet. Voilà. On peut dire que le don n'est pas don. Donc le don, pour être un don, a besoin d'être reçu activement par quelqu'un qui est intéressé et que ça touche. La deuxième figure, selon les anthropologues, Mauss, etc., c'est le don reçu, et la troisième, le contre-don. C'est-à-dire pour rester en relation entre nous, à mon tour de te donner quelque chose. Et quand j'ai avancé dans la réflexion sur les réseaux d'échange réciproque de savoir, je me suis aperçue que c'était pas ça que racontaient les gens. Ils ne racontaient pas des histoires de contrepartie, ils ne racontaient pas des histoires de contre-don, ils racontaient des histoires de bonheur de donner. On m'a donné, en me donnant, j'ai appris à recevoir. J'ai reçu, en recevant, j'ai appris à donner. On ne peut apprendre à donner qu'en apprenant à recevoir. On ne peut apprendre à recevoir qu'en apprenant à donner. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et ce bonheur de donner et de recevoir fait que chacun d'entre nous, à son tour, a envie, a le désir de donner lui aussi. Et donc on est dans du donner, recevoir, donner aussi, recevoir aussi, dans des flux ouverts et interminables et qu'on peut inventer à l'infini. Et donc ce que j'ai voulu montrer par l'exemple de Brigitte, c'est que le don est un droit pour chacun. Le don est une chance. Chaque fois qu'on n'est que dans l'aide et seulement dans l'aide et que l'autre il ne peut pas donner, on lui supprime cette chance de donner, parce que
à partir du don, je sais que j'ai quelque chose à donner. Le don est un bonheur. Petit exemple encore. Roland monte son entreprise, il n'a pas réussi aussi bien que vous. Et son entreprise est une entreprise informatique, ça marche bien. Moi, je le connais parce qu'il est dans le réseau d'échange réciproque de savoir d'Évry. Et puis un jour, on ne voit plus Roland dans Évry. Comme c'est une ville nouvelle et qu'il y a beaucoup de turnover, on pense qu'il est parti. Et je rencontre Roland 2 ans après la dernière fois que je l'ai vu. Et je lui dis, mais t'habites encore par là, Roland? Et il me dit, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé? Mon entreprise s'est effondrée. Vous savez, vous, que c'est des choses qui arrivent. J'ai perdu donc mon revenu, j'ai perdu mon logement et ma femme est partie. Et pendant 2 ans, j'ai vécu sous tente dans Évry. Et là, je viens de retrouver du travail. Il me dit, devine ce que j'ai fait avec mon premier salaire. Ça m'aurait semblé un peu indécent de deviner. Donc je lui dis, vas-y, dis-moi. Il m'a dit, tu sais, ce qui m'a le plus manqué pendant 2 ans, c'est de ne pouvoir faire de cadeaux à personne. Et la première chose que j'ai fait avec mon premier salaire, c'est des cadeaux. Et enfin, le don est un tremplin. Je pense à Marie-Thérèse qui a vécu des choses hyper difficiles, qui dans le réseau apprend la lecture, apprend à lire à Camara, le gars des instruments de musique, là, tout à l'heure, et qui, plus tard, ça a été un tremplin, puisqu'elle va écrire un livre, publié aux éditions de l'Atelier, Plus forte que la violence. Deuxième dimension du don, deuxième dimension de la réciprocité, donc réciprocité des dons. Deuxième dimension, la réciprocité est fondée sur une parité et instauratrice de parité. Fondée sur une parité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système que nous proposons, et qui peut être approprié par qui veut, on n'est pas propriétaire d'une démarche, la parité, elle est annoncée par le « et » de tout à l'heure. C'est ce qui fonde le projet, c'est ce qui fonde la réciprocité que nous proposons. Mais cette réciprocité que nous proposons, elle-même, elle instaure de la parité, parce que l'autre qui est là devant moi se sent un peu plus mon égal, ou je me sens un peu plus son égal qu'avant. Je sais bien que ça ne défait pas les inégalités sociales, je sais bien que c'est une goutte d'eau, mais comme moi, vous êtes, je pense, d'une philosophie qui pense que chaque être humain est fondamentalement l'égal de tout autre. Sauf que toute la société fait sans arrêt le contraire et met dans la tête de tout un tas de gens que non, ils ne sont pas les égaux. Et non, de fait, ils ne sont pas les égaux. Mais en même temps, quand même, il faut bien trouver des systèmes pour avancer un peu plus vers cette utopie d'une plus grande parité entre nous. Et cette parité, elle est absolument nécessaire parce que, premièrement, elle est bien à la base de la démocratie, un humain, une voix, sauf qu'il y a tellement de sans-voix. Et elle est aussi à la base de l'apprentissage. On en parlait à midi avec M. Guilbeault, on parlait de... Vous pensez à tel ou tel enseignant qui vous a marqué positivement. Ne pensez pas aux autres. Vous voyez, telle année-là, moi j'étais nulle en maths, mais cette année-là, avec monsieur ou madame, je veux dire madame, un tel, ça marchait mieux et j'étais meilleure en maths. Ou cette année-là, ça marchait pas bien en anglais et cette année-là, avec madame un tel, j'étais meilleure en anglais. Alors il y a plusieurs explications, on s'en est donné quelques-unes à table, mais celle qui m'intéresse là, c'est que peut-être cet enseignant-là avait dans sa posture vis-à-vis de l'élève quelque chose que les autres n'avaient peut-être pas tout à fait assez. Il le considérait comme un humain aussi important, aussi essentiel que lui-même. Et il le croyait tout aussi capable que lui-même d'apprendre. Si un enseignant ou si un travailleur social ne croit pas l'autre capable d'apprendre, mais il faut faire autre chose. Il faut faire un autre métier, il y en a d'autres. Voilà. Et puis la parité, elle est aussi nécessaire au niveau des processus cognitifs.
Est-ce que vous avez cette expérience Est-ce que vous avez cette expérience en fait, il faut d'abord que je pose une autre question. Vous avez des supérieurs hiérarchiques? Bon. Il y a des gens dans la vie qui vous ont impressionné. Ça, c'est bien. C'est bien un peu être impressionné par quelqu'un qui est porteur de valeurs, qui est cohérent, qui est... voilà, moi j'ai été impressionnée aujourd'hui par quelques personnes, et positivement impressionnée, et je leur suis reconnaissante de ce que j'ai entendu et compris grâce à elles. Bon, et puis ce supérieur hiérarchique ou cette personne qui vous impressionne, on va dire, allez, on va être un peu plus sévère, un supérieur hiérarchique pas trop gentil, qui vous parle et qui vous dit quelque chose qui vous plaît pas trop. Vous rentrez à la maison et puis vous ne savez que dire. Vous rentrez à la maison et puis vous dites « Ah mince, j'aurais dû lui répondre ça ». Ça vous est arrivé? Bien sûr. Ça ne veut pas dire que devant lui, vous étiez plus bête. Ça veut dire que devant lui, vos processus cognitifs, ils n'étaient pas tout à fait aussi bien en marche que quand on prend le temps, que quand on est en confiance, que quand on est sous la bienveillance. Et ça m'a un peu intriguée, cette affaire-là. Je suis allée voir un petit peu du côté de Lévinas, un petit peu du côté de Philippe Mérieux. Et en fait, ce qui m'a permis de comprendre, c'est une des phrases de Lévinas: « Je n'entends ce que me dit l'autre que s'il me parle comme un égal, comme étant un égal, et véritablement un égal. » Ce qui permet, on comprend bien alors pour l'enseignement, mais pour les travailleurs sociaux et pour tous les projets, pour le chef d'entreprise, c'est la même chose. Si l'autre, qui est mon supérieur hiérarchique, en termes de supérieur fonctionnel, hiérarchie fonctionnelle, mais pas hiérarchie humaine, si l'autre, il me parle comme étant un égal, ce qu'il me dit, je peux me le redire à moi-même en le reliant à mes propres questions, en le reliant à mes propres expériences. C'est-à-dire, je peux faire, allez, utilisons des grands mots, je peux faire d'une parole interpersonnelle, c'est-à-dire entre nous, une parole intrapersonnelle, c'est-à-dire que je me redis à moi-même à ma propre façon. Et c'est ça apprendre. Et c'est ça apprendre. Et c'est aussi pour ça que la parité humaine, il n'est pas question de dire que l'enseignant en sait autant que moi. Bon, je passe sur la parité. Troisième dimension de la réciprocité formatrice nous permet d'apprendre tout le temps. Est-ce que vous avez cette expérience d'avoir aidé quelqu'un, une collègue, un étudiant, un de vos enfants, un de vos petits-enfants, et en l'aidant à apprendre, réapprendre vous-même et même comprendre des choses qu'avant vous ne compreniez pas. Et élargir votre savoir, enrichir votre savoir. Vous l'avez cette expérience, on l'a tous. Et quand dans les écoles, les enseignants demandent à des enfants d'être tuteurs d'autres enfants dans une matière, on voit l'enfant tuteur progresser. Et tous les enseignants qui mettent en place du tutorat le disent. Alors il y a une chose que je ne comprends pas, moi. Si tous les enseignants qui mettent en place du tutorat disent que ça fait progresser l'enfant tuteur, pourquoi ils ne sont pas tous tuteurs dans toutes les matières? Il faut progresser. Eh bien, c'est exactement l'expérience qu'on a comprise dans nos réseaux. Celui qui offre, il y a au moins 3 moments où c'est lui qui apprend. Le moment où il prépare son intervention. Je suis sûre que les gens qui ont préparé toutes les belles choses qu'on a vues, ils ont beaucoup appris en préparant. Ils ont beaucoup appris en redonnant. Ils ont beaucoup appris et reçu des réactions de la salle. Et donc c'est pareil pour le savoir. En préparant, en ayant en moi l'intention d'instruire autrui, au fond le droit pour chacun d'avoir l'envie, le désir d'instruire autrui, de partager ses savoirs. Et en le construisant concrètement, ce droit, je prépare, je reviens sur mes savoirs, je les révise, je les réorganise, je les rationalise. En les reformulant, je continue à les penser. Et grâce aux questions de l'autre, je les regarde d'ailleurs, à partir de questions que peut-être je n'ai pas vues et qui continuent à me permettre d'apprendre. 4e dimension de la réciprocité. Après ça, vous ne pouvez pas ne pas faire de réseau d'échange réciproque de savoir dans vos établissements. Hein. C'est pas possible autrement. Voilà. 4e dimension. Alors là, elle bouscule peut-être un peu plus.
les gens, les travailleurs sociaux, les associatifs, les responsables institutionnels, c'est la réciprocité des rôles. En jouant les deux rôles, en étant celui qui, à un moment donné, celui qui aide à apprendre, enseigne, à un autre moment donné, celui qui apprend grâce aux autres ou à un autre, en jouant ces deux rôles, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on questionne les deux rôles. Et chaque fois que c'est un peu comme un miroir. Quand je suis dans un des rôles, oh mais là, je suis enseignante, mais alors là, c'est moi qui transmets, mais il ne me pose aucune question. Mais s'il ne me pose aucune question, je n'arriverai pas à savoir ce qu'il veut savoir. Mais moi-même, quand je suis dans l'autre rôle, est-ce que je pose suffisamment de questions? Est-ce que je suis assez curieuse? Est-ce que je m'appuie assez sur ce que j'ai déjà appris? Donc, à chaque fois qu'on est dans un des rôles, moi, je ne vais pas choquer les enseignants. S'il y en a, j'aime les enseignants, j'aime l'école, pas tout, mais une partie. Et je pense qu'il faudrait que tous les enseignants soient toujours eux-mêmes dans des situations d'apprentissage, où c'est eux qui reçoivent et qui sont accompagnés par d'autres. Parce que ça fait réfléchir sur ce que c'est que apprendre. Eh bien, c'est la même chose dans le travail social. Si chaque fois qu'on est dans l'accompagnement, l'assistance, on a bien dit que l'assistance n'est pas l'assistanat, l'accompagnement, l'aide, l'assistance, le soutien, si chaque fois on se demandait moi-même dans quelles conditions et comment j'accepte moi d'être aidé, les conditions dans lesquelles j'accepte moi d'être accompagné, les conditions dans lesquelles j'accepte moi d'être soutenu. Et donc le fait de jouer les deux rôles permet d'apprendre chacun des rôles, permet d'apprendre l'action qui est au cœur du métier, d'apprendre, d'aider ou de diriger, et permet surtout, et peut-être, c'est une garantie partielle, mais peut-être permet que peut-être des rapports de domination et de soumission ne vont pas se recréer. Parce qu'il n'y a rien qui garantit que celui qui a été dominé devienne dominant, que celui qui a l'habitude d'être le dominant reste dominant, etc., etc. Et donc c'est le fait de jouer les deux rôles qui est une garantie partielle, seulement partielle, il n'y a jamais de garantie totale dans les relations sociales, que ces rapports-là ne vont pas jouer. Je vais... je n'ai même pas regardé l'heure de départ. Enfin, si je l'ai regardé, mais je ne me rappelle pas. La cinquième dimension, c'est une réciprocité que j'appelle coopérative. Mais ça, vous le faites beaucoup. J'ai vu comment se construit cette journée. C'est pour construire le système. Alors ici, c'est le système par lequel on apprend. Dans le réseau, pour construire le système par lequel on apprend, les offreurs et demandeurs sont mis en relation et c'est eux ensemble qui construisent les contenus, les modalités, les méthodes, la fréquence, les lieux, qui prennent et qui exercent leur pouvoir de décision sur ce qui les concerne, c'est-à-dire leur propre apprentissage. Et puis ça on réussit plutôt pas trop mal. Et puis qui normalement, le triangle magique serait offreur, demandeur, contributeur. Normalement, contribue à l'organisation même du réseau. Là, on réussit un peu moins. La réciprocité coopérative, c'est ça, sur les systèmes que nous avons à construire, et en particulier les systèmes associatifs, les systèmes institutionnels, les systèmes de projet, mais aussi la société. Nous en savons tous quelque chose et nous en ignorons tous beaucoup. Et donc, c'est avec les savoirs des uns et des autres et à partir des ignorances. Et c'est intéressant, l'ignorance, parce que l'ignorance n'est pas une chance, mais la conscience de l'ignorance est une chance. C'est à partir de notre propre conscience de nos manques et de nos ignorances que ça nous fait deux chances même. Une chance pour nous-mêmes, puisque je peux dire que je ne sais pas, ça veut dire que je peux apprendre, et une chance pour autrui, si je dis que je ne sais pas, l'autre à sa place, et peut peut-être m'apprendre. Et donc cette réciprocité coopérative, elle est essentielle. Et la dernière dimension de la réciprocité sur laquelle je voulais insister, c'est peut-être la plus difficile. La plus difficile tellement les hiérarchisations sociales héritées de la société globale, héritées de nos éducations, héritées de nos formations professionnelles ou autres, sont prégnantes en nous-mêmes. Si l'un de nous, si nous nous croyons, alors je vais regarder pas trop loin, Jean-Michel. Si nous nous croyons, nous nous pensons en réciprocité, nous nous pensons en parité, nous nous pensons des égaux. Si nous nous pensons, Jean-Michel, en réciprocité, mais que l'un de nous ne l'éprouve pas,
eh bien, ce n'est pas encore vraiment de la réciprocité. On n'est pas encore en chemin. Et c'est vrai quand même, vous avez tous rencontré des gens, vous les considérez comme des égaux, mais eux ont du mal. C'est difficile. La conscience partagée de la parité et de la réciprocité. Et ça se travaille par les paroles, ça se travaille par les preuves concrètes qu'on en donne, par la façon dont on organise les systèmes. Et donc, ce que je voulais dire pour finir sur la réciprocité, et avant une petite conclusion, c'est une réciprocité, vous l'avez compris dans l'exemple, en réseau ouvert. Alors ça, c'est vraiment la grande mode, les réseaux. Oui, c'est la grande... Moi, j'ai le temps de raconter une petite anecdote. À quelle heure j'ai commencé ? Ah, j'ai plus que 5 minutes. Alors, j'ai pas le temps. Ces réseaux ouverts. Deux, trois petits questionnements pour se demander, est-ce que nos réseaux sont des réseaux ouverts ? Nos réseaux sont ouverts si il n'y a pas de centre d'où on voit tout. Il y a quand même la nécessité d'avoir un centre organisateur. Et tout le monde et chacun est centralement intéressant par là où il est centralement intéressé. Ça, c'est un critère intéressant à regarder. Deuxième critère, la diversité des réseaux, l'hétérogénéité, le multiple. Plus c'est multiple, plus c'est divers en culture, en façon d'apprendre, en savoir, en point de vue, en perspective, en histoire personnelle, en histoire de formation, et plus on a des chances d'être un peu plus intelligent parce qu'on peut relier en nous tout un tas de choses de ce qu'on apprend grâce aux autres. Le meilleur chemin de formation de moi vers moi, ce sont les autres et tout ce dont ils sont porteurs. Et peut-être des réseaux sont ouverts si chacun peut y travailler le concernement. Oui, je suis concerné par ce qui arrive à autrui. Et donc, c'est parce que je suis concernée que nous pouvons plutôt faire des réseaux qui libèrent plutôt que des réseaux qui ligotent. Et donc, pour finir, il m'a mis 0 là. 3. Pour finir, je pense que la réciprocité, les démarches de réciprocité, après chacun les réinvente à sa façon. Et c'est parce que chacun les réinvente à sa façon qu'elles sont justes. C'est pas quand on applique quelque chose que c'est juste, c'est quand on le réinvente. La réciprocité pour apprendre ce qui est au cœur du lien social et des relations sociales. Moi, je différencie un petit peu lien social et relations sociales. Ce qui est au cœur du lien social, c'est-à-dire que ce qui fait que la société tient, que la société se tient, ce qui attache, ce qui m'attache, ce qui fait qu'on se sait en interdépendance les uns avec les autres. Et la réciprocité pour apprendre ce qui est au cœur des relations sociales positives, c'est-à-dire ce qui est une construction permanente, ce qui est un art de la rencontre, ce quelque chose d'essentiel sans lequel on ne peut exister, on n'est pas une personne. Bon, pour apprendre quoi ? Pour apprendre la bienveillance. Ça s'apprend. C'est un a priori, mais en même temps, ça s'apprend. J'ai eu la chance de rencontrer 40 ans après les avoir eus en classe. Je vais déborder 2 minutes. J'ai eu la chance de rencontrer une trentaine de... J'en ai eu 40 au bout du fil. Et une trentaine de mes élèves, 40 ans après les avoir eus en classe, pendant 3 ans ou 2 ans. Et ils m'ont expliqué les 5 choses qu'ils avaient apprises dans la classe. 40 ans après, c'est une belle évaluation quand même. Elles avaient entre 40... Alors, faites pas de calcul, s'il vous plaît. Elles avaient entre 47 et 52 ans. Voilà. Il y avait des grands-mères. Bon. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous reste ? Est-ce que quelque chose vous reste ? Et ils m'ont dit 5 choses. Ils m'ont dit, on a aimé apprendre. Pas mal déjà. On a vraiment appris. C'est pas mal déjà. On a aimé chercher le savoir et on continue. On a aimé s'entraider et on continue. Et on a aimé et on a appris à construire des réseaux sociaux dans lesquels on peut puiser des savoirs. C'est pas si mal. Et en les rencontrant, la première que j'avais eue, elle m'avait dit, bon, c'était un peu émouvant, elle m'avait dit, les 3 plus belles années de mon enfance.
Mais je savais qu'elle avait des choses difficiles. Et puis je l'ai rencontrée, elle était coiffeuse à Annecy, on est allé la voir lors d'un passage par là. Et quand elle m'a raconté ce qu'elle vivait, mais c'était l'horreur absolue. Mais je ne le savais pas. Ce que je savais, c'est que justement parce qu'on ne sait pas, on doit être bienveillant. Justement parce qu'on ne sait pas. Et en ne cherchant pas forcément toujours à tout savoir, on doit être bienveillant. Donc, je pense que la bienveillance, ça s'apprend. Je pense que la confiance, et la confiance, c'est un espèce de cercle vertueux de confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en le système, confiance en le groupe, confiance en le savoir, confiance en l'apprendre, confiance en soi, etc., etc. Et que la confiance, ça s'apprend. Je pense que la reconnaissance de soi, de l'autre, du système dans lequel on est, la reconnaissance, gratification, remerciement, la reconnaissance, être reconnu comme singulièrement intéressant et important, ça s'apprend. Et que là-dessus, nous en savons tous quelque chose, mais qu'il ne faut pas oublier que nous en avons tous à apprendre. Et ce n'est pas forcément les plus petits socialement qui en savent le moins. Et qu'il nous faut donc nous mettre à l'apprentissage ensemble de ces affaires-là. Alors on ne pourra plus parler, ni, je ne veux pas vous choquer, mais je vais dire des mots qui me choquent, moi. On ne peut plus alors parler de public. On ne peut plus parler de population, qu'elle soit ciblée ou visée, avec des objectifs et des stratégies. C'est quand même un vocabulaire un peu guerrier. Et on ne parlera que d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, singuliers, d'une singularité absolue. Et c'est justement de leur singularité concrète, de leur originalité créatrice, qu'ils sont capables, qu'ils pourraient choisir, et qu'ils pourraient choisir de faire société, singulier et coopératif. Et c'est ça, et ça s'apprend. Et pour rejoindre Patrick de ce matin, et ça s'apprend pour faire une société plus fraternelle. Je pense que la fraternité s'apprend et qu'on pourrait beaucoup plus l'apprendre ensemble.